La fierté de l'Australie méridionale est d'être devenue la première région viticole du pays, en même temps qu'elle en est aussi devenue le centre administratif et universitaire incontesté. Devancée à l'origine par l'État de Victoria, elle ne subit pas les dévastations du phylloxéra et prit à son tour la première place. L'irrigation lui a permis de se développer sur des terres ingrates. Quoi qu'il en soit, son passé viticole n'a rien à envier à ses voisins. Dès 1837, des vignes poussaient au nord d'Adélaïde et en 1847 dans la Barossa Valley. Les innombrables domaines de la région sont regroupés dans 8 régions principales, dont Coonawarra, Clare Valley, Barossa Valley et McLaren Vale. La joie éclate sur le visage des touristes qui s'embarquent dans le train du vin de Barossa. Une nouvelle culture se développe. Les voilà partis pour une tournée des caves à la rencontre des vignerons et des vigneronnes qui parlent de leur vin avec passion et compétence. Tournée des caves certes, mais aussi école du goût et de la gastronomie. Voici votre billet de train. Vous êtes dans le wagon Chardonnay, siège numéro 5. Votre laissez-passer pour le chauffeur du car et votre itinéraire de la journée. C'est un mélange de chardonnay et de pinot noir. C'est très agréable avec de jolies petites bulles et un bon goût fruité. Nous faisons ce circuit parce que nous aimons le vin. Les vins d'Australie méridionale sont très différents de ceux de Victoria. Les gens que nous sommes venus voir sont des Australiens du Sud qui connaissent très bien leur vin et c'est toujours très agréable de découvrir de nouveaux vins. Et je pense que tout simplement, nous aimons boire. Très léger, délicat chardonnay. Celui-ci est boisé et celui-là non. Je préfère le non boisé, mais un vin délicatement boisé est aussi très bon. Nous avons acheté 2 blancs légers et Jim a acheté un vin fortifié ressemblant au Porto. J'aime les vins fortifiés et on peut en acheter ici, ce qui est rare. Nous en avons acheté 2 bouteilles, dont une pour offrir à notre fils qui vit aux États-Unis. Excellent. C'est doux, goulayant, le goût n'est pas trop prononcé, on sent les différentes variétés qui se mélangent dans la bouche, très bien équilibré. Il a un goût très agréable de citron, oui. C'est un vin qui va très bien avec la nourriture. Je n'aime pas beaucoup les vins sucrés, les mousseux doux. J'aime les vins secs, même pour le sherry. Mon champagne préféré est le brut. C'est comme le chocolat, j'aime ce qui est amer. Je n'aime pas le chocolat au lait qui a un goût sucré, écœurant.
Ces amandes ont un bon goût de grillé. Allez, allez-vous-en. Il n'y a pas si longtemps encore, on appelait les vins par le nom de leur lieu d'origine. On avait beaucoup de clarets, d'ermitages. On a laissé tomber les appellations bordelaises et c'est beaucoup mieux. Maintenant, les cartes des vins sont faites de manière à ce que les gens sachent ce qu'ils boivent. On désigne les vins par le nom des variétés de vignes et non plus par le nom de l'origine. De ce fait, le consommateur australien est devenu plus averti. Il sait ce qu'il boit. Au lieu de boire un claret ou un rouge sec, il sait maintenant qu'il consomme un Shiraz ou un Cabernet ou un mélange ou peu importe. Les gens qui servent dans ces caves de dégustation sont particulièrement bien formés. Ils prennent le temps de goûter les différentes variétés et de connaître les vins qu'ils proposent. Les terroirs convoités existent aussi en Australie. Le Coonawarra en est l'exemple parfait. Doug Balnaves, dans son petit domaine familial, illustre ce cru par l'art et la science qu'il déploie pour valoriser ce que lui offre sa terre. On pense que cette ligne de collines basses, là-bas, était une plage quand l'Australie était encore rattachée au continent. C'est pour cette raison que le Coonawarra a cette forme longue et étroite qui s'étend le long de cette ancienne plage constituée de dépôts calcaires. Si on va dans cette direction, on trouve une épaisse couche de sable. Et de l'autre côté, à l'ouest, on a une épaisse couche de terre noirâtre peu fertile. Les vins traditionnels australiens se concentrent sur le fruit. L'important, c'est d'avoir beaucoup de fruits et beaucoup de couleurs. Ici, nous recherchons davantage de tanins, plus de complexité. Cette terre est argileuse. C'est une sorte de terreau avec de la glaise. Le drainage se fait très facilement dans ce type de sol. L'eau pénètre dans le sol et s'écoule très rapidement. Comme les vignes poussent sur du calcaire, les racines ont quelques difficultés pour aller chercher l'humidité. C'est une caractéristique importante de ce sol qui provoque le stress hydrique des vignes. Le stress hydrique est important et dans le Coonawarra, il se produit naturellement. Nous passons beaucoup de temps à mesurer l'humidité du vignoble en surveillant la quantité d'eau à chaque niveau du sol. Nous contrôlons aussi pendant l'irrigation et ainsi nous pouvons réguler le stress hydrique et influencer la physiologie et les arômes. Cette technique se développe actuellement en Australie. L'Université d'Adélaïde et d'autres organismes ont réalisé beaucoup de recherches sur ce sujet. Nous pensons que ceci nous permettra d'améliorer notre qualité. Pour moi, le terroir est un ensemble d'éléments qui permettent de produire un vin représentatif de la région d'où il vient. Quand on goûte un vin du Coonawarra, on se dit qu'il vient du Coonawarra parce qu'il sent et a le goût du Coonawarra. C'est la combinaison d'un vignoble, d'un microclimat, de cépages, d'un ensemble. Si on ne sait pas reconnaître un bon terroir, alors ce n'est pas la peine d'en parler. Au sud-est de l'Australie méridionale s'étend le fameux cigare du Coonawarra.
ce cru de terre rouge de 20 km de long sur 2 km de large est au cœur d'un conflit qui soulève les passions. Coonawarra means for me, it means the essence of the soil. Pour moi, Coonawarra signifie l'essence de la terre, l'essence du vin qui provient d'un sol particulier. Et je crois fermement que le meilleur vin vient de la véritable terre rouge. C'est une terre d'une profondeur variant de 300 à 800 mm, parfois un peu plus, parfois un peu moins, établie sur une couche calcaire provenant de l'érosion marine. Le problème de la délimitation existe depuis à peu près 8 à 10 ans. La situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement est vraiment très triste. Un des problèmes, c'est que les gens d'ici, du Coonawarra, ont toujours su où était le Coonawarra. Le Coonawarra est une très petite étendue de terre rouge. Ils ont été inquiets de la décision de justice. Comme ils étaient situés sur la bande de terre rouge, ils avaient revendiqué l'appellation Coonawarra et demandé à être inclus dans la délimitation, ce que nous avons fait. Et évidemment, l'affaire a été détournée par des producteurs. Producteurs qui se sont mis à planter de plus en plus loin. Et nous sommes arrivés à une situation ridicule où des gens qui savent parfaitement, au fond d'eux-mêmes, qu'ils ne sont pas dans le Coonawarra, prétendent y être et revendiquent l'appellation parce que l'intérêt financier est énorme pour eux. Je pense que le système australien des indications géographiques est très éloigné du système européen qui existe particulièrement en Italie, en France, en Espagne et un peu en Allemagne. Nous sommes plus proches du système américain qui dessine une ligne sur une carte et si on est d'un côté de cette ligne, on s'appelle Napa, ou Coonawarra, ou Barossa, et de l'autre côté de la ligne, vous n'existez pas. Pour le moment, dans la décision rendue par le tribunal fédéral, St. Mary's Vineyard ne fait pas partie du Coonawarra. Cette terre rouge s'étend sur la vieille couche argileuse qui date de l'époque glaciaire. On voit très bien la très nette séparation entre les deux. C'est la dernière délimitation fixée par le tribunal fédéral. Voici St. Mary's. Et si vous prenez le village de Coonawarra comme centre, nous sommes à une distance de 15 km. Le nombre de serpents grandit et le seul moyen de s'en débarrasser, c'est de brûler. L'autre obstacle, c'est la délimitation. Je voudrais vraiment faire partie de la communauté à laquelle j'ai appartenu toute ma vie. Je me sens exclu, pourtant je suis né ici. Je ne veux pas faire partie d'un groupe, mais je veux être avec ceux avec qui j'ai vécu. Dimitrio Zemma a rejoint sa fiancée Francesca, émigrée de Calabre dans le Coonawarra en 1959. En 1982, avec ses économies de peintre en bâtiment et le soutien de la communauté italienne, il achète sa première vigne. Un ami prêtera au ménage des bidons de lait pour recevoir leur première vendange. Aujourd'hui, l'aîné des fils s'occupe du marketing et le cadet est viticulteur. Un court et un long.
Le plus surprenant, je crois que c'est la distance. En Italie, on n'a pas de telle distance comme ici. C'est un pays tellement grand. On a trouvé la langue très très difficile. On a commencé à comprendre un peu au bout de 12 mois. Et après 2-3 ans, on ne parlait pas correctement, mais on se faisait comprendre. J'avais 22 ans quand je suis arrivée ici. Et on a tout appris petit à petit en écoutant sur le tas. Il n'y avait rien ici. Alors pour commencer, un de mes amis italiens, qui avait une entreprise de fromage, nous a vendu une grande cuve et une plus petite pour la fermentation. C'était une époque dure, pas facile. On a fait du Cabernet, du Shiraz, du Merlot, du Malbec et un peu de Nebbiolo. Le Nebbiolo, le reste était bon, mais le Nebbiolo... Je ne suis pas le patron, je lave les verres. Il y a ma femme et 2 fils. Et c'est votre père qui lave les verres? Non, c'est plutôt ma mère. Ici, c'est la partie pour le vin. Et à l'intérieur... Il n'y avait que des cailloux quand on a planté. C'est mon grand-père, le père de ma mère, et mon autre grand-père, le père de mon père, qui est toujours en Italie. Il y avait beaucoup d'Italiens dans le Kunawara. Aujourd'hui, il ne reste qu'une seule famille. C'est papa, ma grand-mère. Elle a 96 ans. Maman et papa. Non, papa, quand il est parti la première fois. Là, c'est quand maman est partie. Elle est là sur le bateau qui quitte l'Italie. J'étais jeune quand je suis arrivée en Australie et je suis ici depuis tellement longtemps. Ici, j'ai ma famille. Tout est ici maintenant. C'est chez moi. Si on retournait là-bas, il faudrait tout recommencer. C'était dur la première fois et je n'ai pas envie de recommencer. Les Jésuites émigrèrent d'Autriche en Australie en 1848, fuyant les persécutions politiques et religieuses. Ils s'installèrent dans la Clare Valley et plantèrent les premières vignes pour produire le vin de Metz. À cause des conditions climatiques, la production de vin fortifié est importante en Australie. On y ajoute de l'alcool parce qu'autrement, ce vin qui est envoyé à Darwin, à l'église paroissiale, deviendrait du vinaigre. On a 3 différentes sortes. Le sec, sans sucre pour les diabétiques, un blanc doux et le rouge sucré traditionnel. Le vin n'est pas béni ici. Il est consacré pendant la messe. On l'appelle vin du sacrement de l'Eucharistie, ou vin de la Seine, en référence au dernier souper quand le Christ a dit « Prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang ». Je suis menuisier charpentier de formation, donc j'ai toujours travaillé avec mes mains. Je suis le 7e frère jésuite viticulteur à Seven Hill, où on fait du vin depuis 150 ans.
an achievement. And I put it down to a little bit of red wine each day. Je suis le 7e, et le fait qu'il n'y en ait eu que 7 en 150 ans est à noter dans l'histoire, si on compare avec d'autres viticulteurs. Cette résidence, comme nous l'appelons, n'est pas uniquement pour les jésuites. N'importe qui peut venir y faire une retraite. Dans l'actuelle communauté, il y a 2 prêtres et moi-même. Ici, c'est la cave de notre communauté. Mais nous avons aussi une grande cave en haut, dans l'établissement vinicole, pour nos visiteurs et les gens qui viennent faire une retraite et à qui nous servons du vin avec les repas. So they're partaking of the fruit of the vine and the work of hands, human hands. But this is en ramassant le fruit de la vigne, on travaille avec ses mains. Ceci est un mélange de Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec et Cabernet Franc. Pour ce vin-ci, j'ai moi-même planté la vigne avec mon équipe. Le Cabernet était déjà là, mais pas le Merlot, ni le Malbec, ni le Cabernet Franc. Je les ai plantés en 1975. L'automne est ma saison préférée. J'aime aussi le printemps, mais en automne, les feuilles de vigne commencent à tomber et on commence à tailler. C'est comme dans les Saintes Écritures. Je suis la vigne que le Père fait pousser. Wine grower. Your father? Well, that's the Lord said. Oh, right. That's scripture. And then if he prunes, we prune the vine. And so it's. Quand on a fini de tailler, le printemps arrive, la vie recommence. C'est le principe de la création. C'est merveilleux de vivre ici, parce que je vois le Dieu créateur et c'est exceptionnel, particulièrement quand on produit du vin pour célébrer la messe. And especially when you're responsible for making the wine, and then that wine is offered at the Mass, that's very special. Il est nécessaire de faire les analyses en laboratoire pour le pH, l'acidité, etc. Mais c'est en goûtant le raisin que je sais s'il est prêt à vendanger. Stéphanie Toole insuffle une énergie communicative à son entourage. À l'opposé des grandes entreprises, elle est orfèvre. Vendange manuelle à maturité parfaite, sélection des raisins, rendement faible. Résultat, des vins superbes. C'est important pour moi de marcher dans les vignes, de voir comment elles se portent, de regarder le raisin, de surveiller les grains. S'il y a des fruits stressés, s'il y a des fruits verts. C'est un peu abîmé ici, mais rien de grave. Je mâche aussi les pépins parce qu'ils peuvent être verts et avoir un tanin vert. Les pépins n'ont pas ce tanin vert, ils sont presque secs. C'est important, les pépins. Voici mon associé. Nous travaillons avec plusieurs caves qui achètent la vendange et nous partageons leurs installations. Maintenant, on presse le rouge qui a fini de fermenter pour le mettre en fût.
C'est bon. Du cabernet. Superbe. C'est très excitant de faire du vin avec une si bonne vendange. Ça fait une grande différence parce que notre travail est plus facile quand la qualité du raisin est bonne. Cette année, on a travaillé de longues heures, mais tous les fruits ont été ramassés dans d'excellentes conditions. We've been working very long hours, but the adrenaline has been very high, so it didn't matter. Okay. That's all right. Just get this a little bit out by. I guess in these more up. C'est une bonne année. Very good. La cuisine, même sophistiquée et inventive des grands chefs, est toujours une sorte de symphonie où se mêlent les produits soumis aux conditions qu'impose la nature locale, le lapin, le porc, les coings et les châtaignes, et le savoir-faire que portent dans leur bagage les hommes qui fondent une nation nouvelle. Je vais préparer un lapin en utilisant les produits de saison, des coings et des châtaignes qui sont en train d'être récoltés ici dans la Barossa Valley. C'est l'époque des vendanges et aussi des coings et des châtaignes. J'enlève le gras du lapin et c'est la graisse des rognons que je vais utiliser pour la cuisson. Là, j'ai des lardons. Avec ce plat, je vais servir un sémillon. Le sémillon de la Barossa est différent de ceux d'autres régions d'Australie. Dans la Barossa, le climat est plus chaud, donc le sémillon est plus ample, plus riche, rond, avec un goût de beurre. Il fermente lentement, donc il perd son acidité. J'utilise le lard d'un petit producteur local. La Barossa est réputée pour son porc à cause des Allemands qui se sont installés ici il y a 150 ans. La tradition ne s'est pas perdue et le cochon, le canard et l'oie sont des produits d'excellente qualité. Le lapin, qui vient aussi d'une ferme de la Barossa, n'a pas un goût très prononcé et les lardons vont nous donner ce bon goût de viande fumée qui se marie très bien avec le goût boisé du sémillon. J'ajoute un peu de bouillon, de thym, de jus de citron qui rappelle la saveur citronnée du sémillon. Which will also match into those sort of zesty, citrusy characters of the Semillon. I don't particularly like using wine, particularly the wine I'm serving with the food that I'm cooking, because I think je n'aime pas tellement utiliser le vin pour cuisiner, particulièrement celui que je vais servir avec le plat, parce que je pense que le mets et le vin doivent s'équilibrer et j'aime le contraste entre les deux. Okay, so these are sealed up enough now to go into this pan with these onions.
À la fin des années 70, Peter Lehman crée sa propre cave avec des petits producteurs, alors que les grands vinificateurs refusent d'honorer leurs contrats. La crise de surproduction sévit et l'État accorde des primes d'arrachage. Son initiative courageuse est couronnée de succès. J'ai acheté cette chaise il y a 22 ans. Elle est bien rembourrée. C'est ma 54e vendange. C'est une photo de nous, quand on a commencé en 75. Il était dans le commerce des âmes. Il était pasteur luthérien. Dans ma famille, on a toujours cultivé la vigne, mais je suis le premier à avoir mon entreprise vinicole, à être dans le vin. Voici la liste des producteurs qui doivent livrer aujourd'hui. 20 tonnes de Cabernet Sauvignon, 15 tonnes de Grenache standard, 13 tonnes de Shiraz à venir, et ce n'est qu'une seule journée. On peut choisir ses amis, mais pas sa foutue famille. C'est mon cousin, alors je fais très attention à ce qu'il me livre. Ah si, tu es là. On mesure le sucre. C'est pour B.L. Hardy. Il paie un bonus sur la richesse en sucre. C'est très important. Alors je le fais moi-même. J'ai commencé ce métier parce que je voulais quitter l'école. Si quelqu'un était venu me demander si je voulais vendre des sous-vêtements féminins, j'aurais dit oui. N'importe quel boulot. Je suis né à Angouston, où il y avait une cave vinicole, et ils cherchaient ce qu'ils appelaient un garçon plein de ressources. Je ne me serais jamais décrit comme ça. Mais j'ai eu le job, j'ai grandi avec eux, et c'est comme ça que j'ai appris le métier. Vignerons de père en fils depuis des générations, les O'Callaghan conservent en l'état bâtiments et installations datant de 1850. Pas besoin de loi pour cultiver la tradition. Ce sont des raisins pour le vin, mais dans chaque vigne, on plante toujours quelques ceps de raisins de table. Comme ça, en automne, quand on vient tailler, il y a toujours quelques grains de muscatel à grappiller. C'est la tradition.
That's right. It's normal. Ils cueillent le raisin depuis trop longtemps et ils deviennent un peu fous. Ils ont besoin de vacances. We had a very cool summer. We had a very wet winter, wet spring, wet early in the summer. On a eu un été très frais, un hiver très humide, un printemps humide, encore de l'humidité au début de l'été avant la véraison, puis un été très frais et une grosse pluie au milieu de l'été qui a duré toute la journée. Et puis depuis, c'est comme ça. C'est fantastique. Ce n'est pas courant en Australie. C'est ma 38e vendange et je ne me rappelle pas un temps aussi favorable. Si on regarde ce qui fermente en ce moment, il y a beaucoup de couleurs, un bon goût de fruits mûrs. C'est impressionnant. C'est une bonne vieille machine fantastique qui fait tout. Came off of a chaff cutter just up the road. So it's, I suppose for the Barossa again, you know, the people that came here, they were very. Dans la Barossa, quand les premiers habitants sont arrivés, ils étaient très bien organisés, ils travaillaient dur. C'était une époque difficile. On était très frugal, on gardait tout. C'est pour ça qu'il reste autant de ces vieilles machines agricoles dans la Barossa. Agricultural machinery that they've restored. So this one here, that's probably the first repair it's had for 100 years. Pour celle-ci, c'est certainement sa première réparation en 100 ans. Une panne en 100 ans. Ça va. C'est plus amusant, beaucoup plus amusant. Avec mes fils, on fait les choses de cette manière, c'est un choix, pour maintenir la tradition. C'est la même chose avec l'équipement, mais la difficulté, c'est que les choses se font plus lentement. On ne peut pas faire de raccourcis, on ne peut pas se dépêcher. Ce qui est bien avec ce pressoir vieux de 100 ans, c'est qu'il permet de faire exactement ce qu'on recherche. Pressurage doux, grain propre, mais on presque 4 tonnes à l'heure. Soft crush, clean stalks, whole berries, but it'll only crush about 5 tons an hour, which doesn't make any difference because that's about as fast as anybody can fork it by hand anyway. So it doesn't matter that it. Ce n'est pas grave parce que de toute manière, les vendangeurs ne peuvent pas aller plus vite. Mon équipement va bien avec mes vignes qui sont toutes de vieilles vignes. On taille et on cueille à la main. Dans un vignoble familial, ramasser 4 ou 5 tonnes par jour, c'est déjà une belle journée de travail. Les machines ont le même âge que les vignes et elles sont faites pour s'entendre. Trying to, there's a kind of emotional, philosophical. On a adopté une approche sentimentale, philosophique, dans la façon de conduire notre affaire. Et si on ne peut pas la restituer dans le goût du vin, alors on a perdu notre temps. Peu importe d'être traditionnel ou moderniste. Si on ne peut pas rendre l'esprit de ce qu'on a essayé de faire, alors il vaut mieux faire autre chose. Parce que le vin, c'est comme la musique ou la nourriture. Personne n'y pense comme un plaisir, mais ce sont des choses essentielles, qui sont les bases de l'humanité. Sans bonne nourriture, la vie serait ennuyeuse. La place du bois et du boisé dans l'œnologie australienne est considérable et alimente la querelle des pour et des contre le boisé. John Cooper est une entreprise familiale de tonnellerie depuis 1889. Peter John sélectionne ses bois de chêne en France et aux États-Unis, mais il les sèche dans la Barossa. Nous produisons environ 25 000 tonneaux par an. Pendant la vendange, nous en produisons environ 120 par jour. Essentially, there's 15 processes to the
La fabrication d'un tonneau se décompose en 15 étapes qu'on peut regrouper en 3 principales. La première et la plus importante est la provenance du matériau, le chêne lui-même. Ces arbres ont entre 120 et 180 ans. Puis vient le séchage. En 2-3 ans, on sèche le bois très lentement en réduisant son humidité jusqu'au niveau que nous souhaitons. Et le cycle des saisons, pluie et neige à travers le chêne fait ressortir l'acide phénolique du bois qui se volatilise au contact de l'eau. Puis arrivent les étapes de la préfabrication. De la préfabrication, on va vers la fabrication, l'assemblage et bien sûr la courbure des tonneaux in situ. Ce processus se déroule selon 2 méthodes. La première, traditionnelle, se fait en chauffant le tonneau au-dessus du feu pour faire ressortir la sève du bois. La vapeur d'eau s'échappe progressivement du tonneau qui devient flexible et il est prêt à prendre sa forme définitive. À l'étape suivante, on chauffe l'intérieur du tonneau à très haute température, entre 150 et 210 degrés. On le toast, comme aiment à dire les vignerons qui ont chacun leur propre recette pour obtenir le meilleur résultat de notre chêne. La relation entre le vigneron et le tonnelier est très importante pour s'assurer que la recette est correctement suivie. Results from our oak. And it's this relationship then with the winemaker, the cooper, to ensure that all of these recipes are put together correctly. When I started this job, I had been spending, like my children, Quand j'ai commencé ce métier, comme mes enfants, je passais mes week-ends, mes vacances, ici à travailler avec mon père. J'ai fait des études pour devenir œnologue ou ingénieur aéronautique. Je trouvais que c'était plus romantique que de fabriquer des tonneaux. Mais je crois que dans la vie de chacun, à un moment ou un autre, se produit un événement. Et à la fin de mes années de collège, j'ai soudain réalisé que je voulais être tonnelier. Ma passion serait de pouvoir passer toute la journée à l'atelier, au milieu des tonneaux. Mais il faut être réaliste. Nous sommes aussi une grosse entreprise commerciale. Chapel Hill Winery est construite autour de l'ancienne chapelle en pierre du 19e siècle. Pam Dunsford, première femme diplômée d'œnologie en Australie en 1973, a la modestie des bons ouvriers et l'amour de son art. On est à 8 km de la côte et l'influence maritime rend ce climat très modéré. 8 km plus loin, on ressent l'influence des collines d'Adélaïde. La distance entre les deux régions n'est pas très grande, mais là-bas, le raisin est mûr 6 semaines plus tard, pour la même variété. L'influence de la mer est étonnante. L'église, qui est le bâtiment du milieu, a été construite en 1865. Mais dès 1965, elle avait perdu de son importance. Les Australiens ne sont pas très pratiquants. Elle n'était plus utilisée comme église. Elle a été désaffectée et on a construit d'autres bâtiments autour. Pour obtenir un permis de construire, ici on a dû consulter un grand nombre d'avocats et de spécialistes.
La seule possibilité a été d'enfouir la construction sous terre, dans la pente de la colline, donc on n'a pas fait un grand bâtiment. Je suis le chef. Ce n'est pas la meilleure période pour voir le vignoble parce qu'on a déjà vendangé et après le passage de la machine, les vignes ont été secouées et ne sont plus très belles. On a fait l'expérience il y a 20 ans et on a constaté que le meilleur vin était produit avec des raisins récoltés mécaniquement. La raison est que s'il fait frais la nuit, particulièrement pour midday. C'est sur ce sol que poussent les meilleurs raisins rouges. Personne ne sait pourquoi, parce que c'est une matière inerte, vieille de plus de 200 millions d'années. Peut-être facilite-t-elle le drainage, ou peut-être simplement rend-elle le sol très pauvre et peu fertile. Et c'est ce qu'on recherche dans les vignobles australiens. Les gros pommiers vigoureux aussi sont importants, parce que quand ils sont très robustes, c'est bon signe pour le vin. We can go in. You can go in. Yeah. But it's not alarmed. So the barrels are Les tonneaux sont scellés, on ne les ouvre pas, on n'y touche pas. We don't touch them. They just absolutely sit there. Ce fut difficile d'entrer à l'université. Les femmes n'y étaient pas acceptées et la mixité n'existait pas. Quand j'y suis entrée, j'avais 22 ans et j'étais déjà diplômée. La plupart des autres étudiants avaient entre 17 et 19 ans et étaient tous des garçons. J'étais la seule fille au milieu de 180 garçons. Maintenant, il y a environ 50% des femmes qui étudient l'œnologie et beaucoup d'entre elles occupent des postes importants. Je pense que les femmes apportent de la finesse au vin. Je ne crois pas qu'elles aiment les vins lourds, à haute teneur en alcool. Elles apportent de la subtilité au vin qu'elles produisent, ce qui ne veut pas dire que tous les hommes en manquent. Mais en Australie, à cause du soleil, il est facile de faire des vins au taux d'alcool élevé, très boisés, au goût épais, et il est plus difficile de faire des vins qui ont de la finesse. On ne produit pas un vin parfait sans un fruit parfait. Je n'ai eu cette opportunité qu'une fois dans ma vie, en 1990. À l'époque, si j'avais eu le savoir que j'ai maintenant, j'aurais fait un meilleur vin. Le défi du viticulteur, c'est de toujours se remettre en question. Et je crois que si on est toujours satisfait, on n'est pas un bon viticulteur. Thank you.